Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présidente de l'association Vivre sans thyroïde, qui a commencé par un tout petit forum de discussion que j'ai créé en octobre 2000 suite à mon propre cancer de la thyroïde. Donc ça va faire 19 ans cette année. Et puis, le petit forum est devenu assez grand. On a à peu près 5000 connexions par jour, une centaine de messages par jour. Et je peux dire que les 2 dernières années ont été les plus difficiles de toute ma vie, parce que vous imaginez bien les patients qui ne se sentaient pas écoutés, qui avaient beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup, pas tous évidemment, mais beaucoup ont atterri chez nous. Certains jours, la fréquentation est passée de 5 000 à 15 000 par jour. Le serveur a craché. Enfin, c'était assez effroyable. Et c'est pas simple et c'est toujours pas fini. Et je dis, puisque la thermoablation, on va le faire pour l'année prochaine, comme on l'avait fait l'année dernière pour la cytoponction, où on avait fait un questionnaire survie manquée avec plusieurs centaines de patients pour parler du vécu de la cytoponction par les patients. C'était très intéressant. Et on va faire la même chose avec la thermoablation, mais ça sera un peu plus compliqué parce que comme c'est encore rare, il va falloir cibler les patients, passer par tous les médecins qui font déjà la thermoablation pour qu'ils proposent à la patiente de participer et puis ensuite évaluer les questionnaires et tout ça. Mais ça permet de faire assez rapidement des enquêtes très intéressantes. Par exemple, en octobre dernier, on avait fait ça pour le TCAPS, la spécialité en capsule molle de lévothyroxine, pour participer à l'évaluation du dossier par la HAS. Et on avait fait, en 10 jours, on avait eu 700 réponses et on avait pu faire un dossier vraiment conséquent. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir joindre ainsi beaucoup de patients, mais ça prend quand même du temps, donc ça sera pour l'année prochaine. Donc, je n'ai pas toujours beaucoup de souffle, désolé. Donc, 2 ans après, où on était? Attends. La crise, évidemment, n'était pas que médiatique, mais elle était aussi beaucoup médiatique. Et le problème, c'est que c'est vraiment du début à la fin un énorme ratage. Et je dois dire qu'on en veut beaucoup, surtout au laboratoire et aussi un peu aux autorités, parce que s'ils avaient mieux préparé et géré ça, je pense qu'on ne serait pas là. Et nous tous, vous aurez eu beaucoup moins de travail, de patients anxieux, de colère et des choses comme ça. Ça a été très mal anticipé, très mal préparé, ce qui est bien dommage, parce que je sais que même la SFE, par exemple, on a appris qu'au fin 2016, il y allait avoir un changement de formule, alors qu'ils travaillaient dessus depuis 2012. Ça, c'est vraiment déjà très dommage, parce que si on avait fait un groupe de travail pluridisciplinaire avec les médecins, avec les patients, comment peut-on préparer une introduction de formule, un changement de formule en situation de monopole, ce qui est quand même une situation très particulière? Je pense qu'on aurait pu éviter au moins certains ratages, par exemple faire une meilleure communication avant. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions aux premiers signaux d'alerte. La communication a été vraiment, entre autorités, laboratoires, a été assez artisanale, tardive, contradictoire et pas suffisamment coordonnée. Et les patients ne se sont pas sentis écoutés du tout. D'ailleurs, au début, le problème, c'était que les premiers mois, les patients avaient des problèmes très disparates, parfois très contradictoires, et ne savaient pas que la formule avait changé, parce que souvent les pharmaciens, comme la communication mettait l'accent sur le changement de couleur, souvent ils avaient compris que c'était seulement la couleur qui avait changé. Il y a vraiment beaucoup de patients qui se sont fait dire c'est juste la couleur du papillon. Et donc ils cherchaient autre chose, ils allaient à l'hôpital, ils passaient des radios, des ECG, plein de choses, alors que finalement c'était juste le changement de formule. Et il y a eu quand même si ça fait qu'un petit pourcentage par rapport à 3 millions de patients, ça fait quand même pas mal de patients concernés, sans parler de tous ceux qui n'ont pas su faire un signalement. Et au total, sur 3 millions, il y a presque 1 million qui ont changé de spécialité ou qui sont revenus à l'ancienne formule, sauf que c'est temporaire. Et même actuellement, on n'a toujours pas d'explication complètement satisfaisante des effets secondaires ressentis par certains patients, surtout ceux chez qui les analyses n'avaient pas changé. Et donc, ça donne beaucoup d'inquiétudes, de rumeurs et une perte de confiance. En octobre dernier, on avait eu un poster à la SFE qui analysait un peu la crise. Donc, il y a eu les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du très bon. Ça permet aux patients de parler avec d'autres, d'échanger, mais il y a aussi tout et n'importe quoi un peu. Et évidemment, tout le monde ne vient pas sur le forum qui est
qui n'est pas parfait, mais qui a essayé de rester modéré, de donner vraiment des informations et de débunker les fake news, de rassurer, mais ça n'a pas été évident du tout. Et c'est qui a beaucoup fonctionné, ce Facebook. J'ai été voir il y a 2 jours pour voir, rien qu'avec le mot Levothyrox, combien il y a des groupes qui ont le mot Levothyrox dans le nom. Il y en a toujours 92. Groupes souvent fermés, qui tournent en cercle fermé et où les gens, au moins dans certains de ces groupes qui sont très complotistes, vraiment où ça tourne en rond, où on partage la moindre information anxiogène. Mais les patients étaient tout seuls, par exemple, ils ont essayé de comprendre pourquoi la nouvelle formule les rendait malades, quelle est la différence entre la nouvelle et l'ancienne, et la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est le mannitol. Donc, ils sont allés sur Google, mannitol, effet secondaire. Et si on tape sur Google mannitol, effet secondaire, on tombe sur les effets secondaires du mannitol injectable, qui sont évidemment totalement différents du mannitol qu'on y a quelques microgrammes dans un comprimé. Le mannitol injectable pour les œdèmes cérébraux, des choses comme ça, évidemment, ça peut avoir des effets secondaires. Mais beaucoup de patients qui ont cherché comme ça, ils n'ont pas su faire la différence. Et nous, vraiment, on s'est tué à l'expliquer. C'est pas la même chose, parce que c'est pas les mannitols qui allaient rendre les gens malades. Peut-être l'interaction mannitol-hormone, l'absorption, quelque chose, mais pas le mannitol en tant que tel. Sauf que sur le papier, c'était la seule différence. Et donc, quand on n'explique rien, parce que même les laboratoires, les autorités, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'explication, bien, les patients, ils veulent bien comprendre, ils cherchent. Et donc, il y a vraiment eu de tout. Il y a eu des gens qui faisaient des thèses complotistes, on veut faire des économies de la Sécu, on faisait mourir tous les malades thyroïdiens, quoi. Enfin, ça allait jusque-là. C'était génocide médicamenteux, c'était mort sur ordonnance. Et c'était pas facile parce que certains étaient vraiment très malades. Et donc, il y a eu beaucoup de groupes. Il y a aussi plusieurs associations qui se sont créées, qui sont déclarées au journal officiel et tout. Donc, avant, on était 2. Il y avait nous, Vivre sans thyroïde, donc, qui existent depuis 2007, le forum depuis 2000. Et l'Association française des malades et la thyroïde qui s'est créée autour de Tchernobyl en 99. Et depuis, il y a au moins 4 autres associations. Il y a Alerte Thyroïde, il y a Détresse Thyroïde, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'envol des belles dames. Les belles dames, ce sont des papillons, il faut le savoir. Les papillons libres France, un truc comme ça, enfin. Et qui font un peu tout, certains font un peu tout et n'importe quoi, mais tout le monde essaye de trouver des solutions. Et donc, les autorités, au début, on leur a fait remonter dès le début régulièrement les symptômes. On dit c'est rien, c'est juste l'adaptation. Donc, elles n'ont pas du tout réagi. Les patients se sont sentis mal écoutés. Et ailleurs que chez nous, mais dans les différents groupes Facebook, il y a eu des premières pétitions. Et ça a fait boule de neige, c'était effarant. C'est passé de 10 signatures à 300 000 signatures en 2 mois. C'était vraiment incroyable. Et là, la presse les a vus. Et en mi-août 2017, il y a eu l'emballement médiatique. Et c'est là ensuite que les autorités ont réagi, qu'on a créé les comités de suivi et des choses comme ça. Mais pendant quelques mois, il n'y a rien eu du tout. Et c'est ça qui a créé cet effet boule de neige et a sérieusement aggravé la crise. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de publier les informations officielles et puis beaucoup plus d'informations que ça aussi. On a fait par exemple un vade-mecum, que faire en cas d'effets secondaires, pour que les patients sachent un tout petit peu quoi faire. Donc faire une prise de sang, comparer avec la prise de sang d'avant, éventuellement ajuster le dosage si on constate un changement dans la TSH. Mais vraiment, le gros problème, c'était que beaucoup de gens n'avaient pas de changement dans la TSH. Donc là, on ne pouvait pas ajuster le traitement. Et gros souci, il n'y avait pas d'autre solution, parce que s'il n'y avait pas la solution d'ajuster le traitement, et il n'y avait pas d'autres médicaments sur le marché, on faisait quoi? Certains patients ont trouvé l'astuce, et ça aussi, ça fait vite boule de neige. On passe aux gouttes, on boycotte Merck. Il y a même eu des appels au boycott de Merck, passez tous aux gouttes. Et qu'est-ce qu'il y a eu en septembre? Eh bien, interdiction de prescrire des gouttes, parce que les autorités ont paniqué. Ils ont dit, oula, ça va être un risque de rupture de stock, parce que certes, ne pourra jamais multiplier son nombre de flacons, surtout pas très vite. Et donc, il y a interdiction de prescrire des gouttes, et nous, on s'est battus, mais comme des fous, pour qu'au moins les gens qui étaient déjà sous gouttes avant puissent continuer, parce que c'était interdit à tous les adultes, sauf ceux qui avaient des problèmes de déglutition. Et donc, il y avait des gens qui prenaient des gouttes depuis des années, parce qu'ils les supportaient bien, et qu'ils avaient besoin d'un dosage très fin, et qui étaient très bien avec. Et tout d'un coup, on l'a interdit, enfin, et ça a été déconseillé jusqu'en mars 2018, donc vraiment.
ça a ajouté encore à la panique. On nous interdit les gouttes, on veut tous les tuer. Enfin, c'était très difficile. Et donc, on a fait beaucoup de démarches. On a essayé aussi de donner quelques interviews un peu pondérées dans la presse. On a été auditionné pour les différentes auditions à l'Assemblée pour la mission Flash, par la mission de l'information sur les médicaments, par le CEPS pour le dossier TECOPS. On a participé, on a beaucoup insisté, on a contacté tous les fabricants autres pour voir s'ils n'avaient pas moyen de demander des AMM en France. Par exemple, IPSA, on savait qu'ils avaient déjà fait une fois la démarche quelques années avant, que ça n'avait pas marché. Et on a vraiment insisté auprès d'IPSA Suisse. Je les ai eu au téléphone et tout dès le mois d'août en disant, écoutez, c'est le moment pour venir en France parce que on a un monopole, mais là, c'est la fin du monopole. Si vous ne demandez pas l'AMM maintenant, c'est plus la peine, quoi. Et ils ont fini par demander l'AMM. Et actuellement, on se base pour le remboursement, ça, c'est pas gagné du tout. On a fait une analyse des chiffres des ventes de lévothyroxine de la sécurité sociale et on a trouvé, en analysant en profondeur, qu'il y avait vraiment 1 million de patients qui étaient passés à autre chose. Et encore, ça ne tient pas compte des patients qui allaient à l'étranger. Parce que ça aussi, psychologiquement, c'était très, très dur pour les patients de se dire, on a changé comme France, seul pays en monopole. Tous les autres pays autour ont encore l'ancienne formule. Et donc, ceux qui pouvaient sont allés en Espagne, en Belgique, en Allemagne, partout où ils pouvaient, au Maroc, n'importe. Mais quand même, c'est une situation vraiment ubuesque, quoi. Enfin, tout ça, ça a beaucoup ajouté au poids psychologique de la crise. Et donc, comme ça bougeait vraiment pas beaucoup, il a fini par avoir des actions en justice. Il y a eu des dépôts de plaintes assez rapidement, individuellement, par des patients. Et nous, en tant qu'association, on voulait pas vraiment rentrer dans toutes ces choses-là et on voulait pas d'argent, mais on voulait des explications et on ne les avait pas autrement. Donc, on a fini par assigner Merck en référé expertise, juste pour demander une transparence et une traçabilité et une expertise indépendante. Mais on a été déboutés 2 fois de suite. Théoriquement, on doit même la payer 1 000 €, mais ils ne les ont pas encore demandé. J'espère qu'ils ne les demanderont pas. Ça fait 1/10 de notre budget annuel. Et on a assigné l'ANSM en mesure à expertise pour avoir accès aux documents administratifs. Parce que, par exemple, l'ANSM, on leur a demandé à Dominique Martin, depuis le tout début, depuis septembre 2017, l'accès au rapport de pharmacovigilance de l'ancienne formule, puisqu'on nous a toujours dit que l'ancienne formule était totalement instable et qu'il fallait absolument la changer. On a dit, mais prouvez-le-nous, montrez-nous les rapports de pharmacovigilance de 2011-12 qui prouvent que c'est instable. Ils n'ont jamais pu nous les sortir et en janvier, ils nous ont écrit avec une lettre du procureur, non, maintenant il y a une affaire judiciaire en cours, donc on ne peut pas vous le fournir. Mais ça datait de novembre et on l'a demandé depuis septembre à la ministre et à la NSM, on n'a jamais eu. Et on pense que ça n'existe pas parce qu'apparemment il y a eu 27 cas, donc c'est pas énorme. Mais maintenant il y a des dizaines de milliers de cas de signalement, donc tout ça c'est pas très logique. On pense qu'il y a une histoire de brevet dedans parce que le brevet de l'ancienne formule a expiré en mai dernier et celui de la nouvelle formule est bon jusqu'en 2034. Donc on pense que c'est vraisemblablement une histoire comme ça et qu'avec avec les tests bioéquivalence qu'ils ont fait, qui sont parfaitement légaux, qui sont tout ce qui est demandé, on ne demande pas plus, mais c'est uniquement fait sur des volontaires sains sur 72 heures. Ils étaient confiants. Et puis, ils ont péché par excès de confiance. Ils ont cru que ça allait passer comme une lettre à la poste, mais l'expérience prouve que non. Et s'ils avaient regardé un peu dans les pays étrangers qui ont eu des changements de formule d'autres fabricants avant, ils auraient vu qu'il y a à chaque fois un petit pourcentage de malades qui a des problèmes. Et donc, en situation de monopole, je pense qu'ils ont failli un peu à la responsabilité morale de faire plus que ça pour être sûr que tout se passe bien. Donc, il y a eu ces affaires-là qui ont été avortées. Il y a eu plusieurs milliers de patients qui ont fait une plainte collective pour défaut d'information contre Merck en disant ils auraient dû faire plus que ça, par exemple une impression en rouge sur les boîtes, formule modifiée, quelque chose comme ça. Ils ont été déboutés aussi, mais ils sont allés en appel. Et la plaidoirie de l'appel est le 20 janvier l'année prochaine. Et on a vu d'ailleurs qu'actuellement, la nouvelle formule commence à être introduite en Belgique et en Allemagne, entre autres. Et là, il y a une impression rouge sur la boîte. Le papillon a changé de couleur et il y a une grosse impression rouge sur la boîte, nouveaux excipients. Donc,
c'est possible, et Merck a appris du ratage français, mais ici, on juge quand même que tout est fait comme il faut. Donc, bon, on verra bien. Et puis, il y a l'instruction au pénal. Je crois qu'il y a à peu près 7000 plaintes de patients au pénal. Et donc là aussi, il y a instruction, analyse, toutes sortes de choses, mais ça prendra des années. Donc, il y a maintenant des alternatives. La liste de l'ANSM date de mai. Je pense qu'en juillet, il y aura une nouvelle liste parce que depuis, il y a eu des nouveaux dosages, notamment du Tyrofix qui vont arriver. Il y a aussi une solution pipette qui va arriver. Et donc, il y a encore, mais pas beaucoup, le Tyrox qui est l'ancienne formule importée d'Allemagne. Mais normalement, maintenant que l'Allemagne a switché, ça va disparaître au plus tard à la fin de l'année. Il y a des patients actuellement, d'autres associations qui se battent en prétendant que le seul, le vrai, l'unique Levothyrox ancienne formule, ce serait celui du Maroc. On n'en sait rien. Il y a des gens qui se le procurent au Maroc, qui jurent que par ça, mais il y a certainement aussi un peu de nocebo, placebo là-dedans. C'est pas tous les malades. On a beaucoup parlé de l'effet nocebo, et il y en a certainement eu avec toute la panique qu'il y a eu, mais pas tous. Hein. C'est un certain pourcentage, c'est sûr, c'est un effet réel, éprouvé, mais pas tous. Hein. Et bon, donc il y a eu des points positifs de tout ça. C'est la fin du monopole qui normalement aurait déjà dû disparaître au plus tard en 2013, parce que certains d'entre vous se rappellent certainement en 2013, il y a eu une pénurie du Levothyrox. Là aussi suite à un problème médiatique, parce que ça fait des petits problèmes d'approvisionnement de certains dosages, pas tous, depuis mai, qu'on avait géré en bonne intelligence et en coopération directe avec Merck pour informer les patients, pour leur dire comment ils pouvaient combiner 2 dosages pour faire celui qui manquait. Ça s'était tranquillement passé pendant plusieurs mois, c'était presque fini. Et il y a quelqu'un d'une autre association qui a donné une interview aux Parisiens, rupture de stock Levothyrox. 3 jours après, il n'y avait plus un comprimé dans les pharmacies, les gens avaient fait des stocks. C'était effarant. C'était le 18 août ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle, là, c'était vraiment la grosse panique et ils ont dû importer le Tyrox italien en panique pour dépanner la France parce qu'il n'y avait pas assez de Levothyrox. Donc c'est là qu'on a vu vraiment les limites du monopole. Et au plus tard, là, les autorités auraient dû insister pour qu'il y ait d'autres marques et pas juste un seul générique qui avait 3% des ventes et qui était en arrêt au moment de 2017. Il y a le choix maintenant donc entre plusieurs spécialités. Il y a des boîtes de 3 mois pour lesquelles on s'était battu pendant des années et que Merck avait demandé d'ailleurs à l'ANSM. Et l'ANSM l'avait accordé pour le 25 et pour le 50. Et pour les dosages plus importants, l'ANSM l'a refusé, figurez-vous, c'était en 2012 par là, en disant que c'était le risque létal. Ça nous a fait beaucoup rire parce que je ne vois pas qui se suiciderait au Levothyrox, il faut être très patient. Mais l'ANSM a vraiment refusé l'autorisation de boîtes de 100 ou de 90 qui existent dans tous les pays, sous prétexte de risque létal. C'était vraiment... Donc, bon, moi, ça fait 19 ans que je prends du Levothyrox. Je pointe à la pharmacie tous les 30 jours. C'est lassant. C'est ridicule, c'est lassant. Pouvoir avoir une boîte de 3 mois, c'est quand même la moindre des choses. C'est déjà suffisant de devoir prendre des médicaments tous les jours, mais au moins, ne pas pointer à la pharmacie. Il y a les dosages intermédiaires. Ça, c'est très pratique pour les patients qui sont entre 2 dosages et c'est quand même très fréquent. Parce que ça existe depuis très longtemps à l'étranger et pendant les différents comités de suivi au ministère, on s'est battu face à la DGS, à la ANSM, en disant mais on veut ces dosages intermédiaires puisqu'ils existent. Ah mais les Français, ils ont l'habitude de couper leurs comprimés. Mais oui, mais bon, il y a des risques d'erreur. Je connais des personnes qui ont pris 7 fois 175 au lieu d'en prendre 7 fois 25 par erreur parce qu'ils sont trompés de plaquettes. C'est quand même bien pratique d'avoir un seul comprimé tous les jours au lieu de jongler entre plusieurs boîtes. Et un avantage, mais qui n'est pas forcément qu'un avantage, c'est qu'on a beaucoup parlé dans le grand public, dans la presse, on a beaucoup parlé de thyroïde. Donc il y a peut-être quelques gens qui ont mieux compris à quel point la thyroïde est importante. Mais avec tout ce qu'il y a eu aussi comme information, comme effet nocebo, tout ça, c'est pas toujours bien. Certains peuvent aussi penser que tout est dans la tête. Donc c'est du positif et du négatif. Et les points négatifs, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas de véritable explication complète et satisfaisante. Beaucoup de patients sont encore déstabilisés et n'ont pas encore trouvé l'équilibre. Il y a eu une grosse perte de confiance et ça, c'est vraiment grave. C'est très grave, je trouve. Dans les laboratoires, bon, ça fait longtemps, mais dans les autorités, vraiment, l'ANSM, elle a perdu en crédibilité, là, beaucoup.
dans les médecins, pour ceux qui ne se sont pas sentis écoutés. Donc, beaucoup de patients maintenant sont très méfiants et certains ont tendance à switcher au moindre petit problème. Donc, ça, c'est vraiment un gros souci. Parce que chaque fois que quelqu'un nous parle qu'il est mal sous médicament, il faut lui demander non seulement quel dosage, mais depuis quand et quelle marque et laquelle vous preniez avant. Et c'est très compliqué. J'ai presque fini. Donc, les choses à venir. Concernant le TCAPS, le dossier est en cours depuis fin août. La HAS lui a accordé un ASMR 5, c'est-à-dire pas d'amélioration du service médical rendu. Service médical rendu important, mais pas d'amélioration. Alors que ce qui était demandé, c'était une amélioration pour un tout petit groupe de patients, les mal absorbants et les mal tolérants. Et malheureusement, ça n'a pas été accordé parce que ça aurait beaucoup simplifié la question sur la décision du prix. Parce que c'est là maintenant que ça bloque, c'est au CEPS, au comité économique. Ça a été négocié en mars, je leur ai fait une présentation pour leur expliquer un peu et tout, mais ils ne savaient pas comment le limiter à un petit groupe de patients et ils ont un peu peur que des millions de patients vont switcher au TCAPS s'il est remboursé et il coûte vers les 7 € au lieu de 2 ou 3 pour les autres. Donc leur grande peur, c'est ça, c'est un peu bloqué et la décision est prévue pour le 13 juin. On verra. Il y a le 6e comité de suivi qui aura lieu début juillet. Donc, notre association y est, Hervé Montpessin y est, entre autres. Enfin, il y a les médecins, il y a la SFE, il y a les autorités. Et apparemment, lors de ce comité de suivi, le CNRS va présenter ses résultats d'analyse. On va parler de l'étude bioéquivalence et soi-disant, il y aura les 2 médecins auteurs de cette étude qui vont y présenter cette étude. On va parler de l'étude pharmaco-épidémiologique faite par l'ANSM, dont on nous a promis le rapport complet pour janvier, qui n'est toujours pas paru, et on pense qu'il y a des biais là-dedans. Et on va parler de l'état des lieux du marché des médicaments à base de lévothyroxine, et l'ANSM va certainement republier une liste complète et actualisée des alternatives disponibles. Il y a l'action collective pour défaut d'information, le procès à Lyon, le 7 janvier 2020, diverses autres actions en cours, et l'action au pénal. Et j'ai fini.